sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode que j'ai grand plaisir à faire, dont l'idée du sujet m'a été soufflée par l'une d'entre vous. Donc, coucou Cynthia, si tu passes par là et que tu nous écoutes. On va parler aujourd'hui de la prise de parole en public, de plusieurs choses liées à ça, de comment être à l'aise dans les prises de parole, mes conseils là-dessus, etc. Alors, je ne suis pas du tout une experte, je n'ai pas prévu de me reconvertir, je ne deviens pas coach de prise de parole en public, c'est pas mon métier, c'est pas ma spécialité. En revanche, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire depuis un bon nombre d'années maintenant. Et donc, Cynthia m'a soufflé l'autre jour en disant ça serait super cool que tu puisses nous faire un épisode de podcast avec ton retour d'expérience, tes conseils, etc. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je sais que c'est un sujet qui revient souvent et pour lequel beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses peuvent être confrontés à ces questions de prise de parole en public, soit pour des conférences, pour des interventions, pour de la formation, pour de l'enseignement, pour des interviews podcast ou autre type d'interview. Que ce soit vous qui receviez sur vos plateformes, que ce soit vous qui êtes interviewé sur d'autres plateformes. Bref, il peut y avoir les stories Instagram, etc. Il peut y avoir 20 000 lieux, 20 000 formats dans lesquels vous pouvez vous retrouver à prendre la parole. Et c'est pas toujours quelque chose qui est très simple à faire, bien entendu. Mais par contre, c'est quelque chose sur laquelle on peut progresser, évidemment, comme tous les sujets. Mais en l'occurrence, sur la prise de parole en public, je vais commencer ce podcast avec un grand coup de pied dans une porte qui est grande ouverte. Plus tu pratiques, mieux ça se passe. Bon, alors, mon rapport, moi, à la prise de parole en public, là où je suis un petit peu mal placée pour t'en parler, c'est que j'ai eu plein de moments de stress, bien entendu, et j'en aurai encore, mais c'est vrai que ça n'a pas été vraiment un point super douloureux pour moi et un truc vraiment très difficile pour moi. Ça fait plutôt partie de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, ma zone de génie. C'est-à-dire que c'est une qualité, une compétence, un axe sur lequel c'est facile pour moi. Ça me génère pas beaucoup de stress, ça me demande pas de préparer mes interventions, je vais pas les ressasser après, ça m'empêche pas de dormir quand j'en ai une le lendemain, enfin voilà, donc là où je suis mal placée pour t'en parler, c'est bizarre de commencer l'épisode avec ça, mais ça a le mérite de l'honnêteté, donc là où je suis mal placée pour en parler, outre que ce soit pas mon métier bien sûr, c'est que c'est pas un sujet sur lequel j'ai dû faire un énorme travail pour dépasser des croyances ou quoi que ce soit. Mais là où je suis bien placée pour t'en parler, en revanche, dans mon retour d'expérience et mes conseils, c'est que j'en fais beaucoup depuis longtemps, notamment depuis mon entrée dans la vie active, comme on dit, notamment parce que j'ai fait beaucoup d'interventions en école. Les premières années où j'étais entrepreneur, à Lyon en l'occurrence, je suis intervenue pendant plusieurs années dans des écoles de marketing, de pub, de commerce, etc. Donc j'ai pris l'habitude d'évoluer devant des classes de 20, 30, 50 élèves, et puis des fois des amphis de centaines d'élèves. Après, quand je suis arrivée dans ma campagne, mes prises de parole ont été beaucoup centrées autour de l'enseignement, la formation, le podcast évidemment que tu écoutes ici, les interviews que j'ai données sur d'autres podcasts, etc. Il y a eu toute la partie des formations que j'ai données en présentiel, et puis là, récemment, il y a eu mon passage en plateau télé, Axel précisément te mettra le lien pour pas... à visibiliser son travail dans la description de cet épisode si tu veux aller voir. Et donc c'est suite à cet échange là que Cynthia m'a dit mais ça serait quand même intéressant que tu puisses nous parler de tout ça, faire retour d'expérience. Bref, j'ai très souvent beaucoup de retours là-dessus. Donc petite parenthèse qui concerne la zone de génie, c'est une très bonne manière d'identifier votre zone de génie, c'est que quand vous avez beaucoup de retours de vos proches, de vos clients, de vos abonnés Instagram ou que sais-je, sur une compétence, sur une facilité, entre guillemets. Attention, quand je dis que c'est une facilité, je dis pas que ça ne demande pas de travail, je dis pas que ça nécessite pas d'amélioration. Je dis qu'il y a un facteur favorable, favorisant, tu vois. Donc, petite parenthèse, quand vous avez beaucoup de retours positifs, ça peut vous indiquer, tiens, là je suis peut-être dans ma zone d'excellence, ou du moins de génie peut-être. Et donc moi c'est le cas avec les prises de parole, j'ai souvent beaucoup de retours positifs, ça plaît évidemment pas tout le monde, mais j'ai souvent beaucoup de retours positifs, en tout cas sur la posture et l'éloquence. Donc du coup, je t'ai répertorié dans cet épisode
3 grands conseils que je peux donner si tu veux améliorer tes prises de parole en public, en interview, ou que sais-je. Okay. Le premier conseil que je me suis noté en réfléchissant à qu'est-ce qui fait dans mes prises de parole que souvent j'ai des bons retours, le premier truc c'est la posture. La posture, la posture, la posture. Alors si tu as l'habitude de m'écouter ici ou ailleurs, tu dois te dire, la meuf fait une obsession. Elle nous parle de posture tout le temps, elle va mal. Alors, tu n'as pas 100% tort, je parle tout le temps de posture. Habituellement, j'en parle plutôt pour les professionnels de l'accompagnement. D'ailleurs, petite parenthèse, en passant, la promo 8 de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante redémarrera en octobre. On est que en mai au moment où tu écoutes cet épisode, mais les places vont partir vite et au milieu, il y a l'été. Donc, on te met dans la description les liens vers la formation, vers le programme de la formation et vers l'appel découverte si tu souhaites pouvoir échanger avec moi. C'est tout à fait gratuit, sans engagement, pour qu'on puisse voir si la formation est faite pour toi. Voilà. Si tu es pro de l'accompagnement, coach, thérapeute au sens large, et que tu souhaites travailler sur ta posture, cette formation, elle est faite pour toi. Parenthèse fermée. J'en reviens donc à mon histoire de posture sur la prise de parole, mais c'est très très lié, et il va sans dire que tout le travail qui a été le mien sur ma posture de pro de l'accompagnement m'aide aussi, bien entendu, dans ces postures de prise de parole, etc. Pourquoi ? Parce que ça t'apprend, enfin travailler ta posture, pour les pros de l'accompagnement certes, mais d'une manière générale, travailler ta posture, ça t'apprend à avoir une posture assise, solide, tranquille. Évidemment, ça se travaille, ça demande de l'entraînement, ça demande d'apprendre à poser sa voix, ça demande à travailler sa posture, à travailler son non-verbal par exemple, petite astuce, c'est pas astuce, c'est partage de coulisses. Quand j'étais en plateau télé, là, il y a quelques semaines, je suis restée très vigilante à mes mains, par exemple. Je trouve que c'est très important dans les prises de parole que les mains puissent gesticuler. Alors, je dis pas de gesticuler dans tous les sens, de faire le clown, mais ça donne quand même de la puissance, ça donne de la présence à ce que tu es en train de raconter. Alors, moi, de toute façon, je le fais pas exprès. Tu vois, là, je suis en train de t'enregistrer le podcast. Bon, là, tu vois pas, mais je suis en train de gesticuler mes mains autour du micro. T'es méditerranéenne ou tu l'es pas. Donc, de toute façon, c'est pas un truc que j'ai dû travailler. Par contre, j'ai dû travailler l'inverse, c'est-à-dire de faire attention à pas gesticuler les mains dans tous les sens. Notamment, je faisais allusion à ce plateau télé, j'ai gardé en tête pendant l'interview où je surveillais mes mains pour ne pas gesticuler non plus dans tous les sens, parce que c'est quand même pas le même contexte que les interviews que j'ai l'habitude de donner sur des podcasts, par exemple. Même quand ils sont filmés, c'est un cadre qui est un peu plus intimiste. C'est pas le même environnement. Voilà, je voulais pas avoir les mains qui gesticulent de partout, donc voilà, un petit conseil concret, entre guillemets, un petit fait concret pour illustrer que, bien entendu, il y a des choses qui se travaillent et que, comme je l'ai dit au tout début, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en prenant la parole en public qu'on devient bon orateur aussi. Et du coup, tu vois, typiquement, le fait d'avoir beaucoup pratiqué ces dernières années de prise de parole, par mon podcast, mes interventions dans le podcast des autres, ou de recevoir moi des invités dans le mien, ça m'a permis des années plus tard, évidemment, quand j'ai lancé mon podcast en 2019, je ne pensais pas du tout que je finirais sur un plateau télé à un moment donné, ça m'a quand même servi, parce que typiquement, au moment d'entrer sur le plateau, enfin avant d'entrer sur le plateau, j'avais pensé de faire attention, les bracelets, les montres, les boucles d'oreilles, etc. Bref, tous les bijoux qui peuvent taper contre la table, qui peuvent taper contre les micros et qui, au mieux, vont enquiquiner l'ingénieur du son ou les monteurs-monteuses du côté des podcasts. Au pire, c'est vraiment pénible et du coup, tu flingues l'interview et personne t'écoute parce que tout le monde est obnubilé par tes bijoux qui claquent et les bruits que ça fait dans les micros et compagnie, tu vois. Donc, là aussi, petite parenthèse, quand je dis qu'effectivement il faut faire, c'est qu'il faut faire, il faut pratiquer, il faut aller dans le réel, il faut faire des prises de parole. Évidemment, là aussi, j'enfonce une porte ouverte, évidemment que si t'attends de faire un truc parfait, prise de parole ou tout autre sujet, si t'attends de faire un truc parfait pour le faire, autant te dire, tu ne vas jamais le faire, hein, très probablement. Mais quand il est question de prise de parole, je trouve que c'est encore plus vrai, parce que par définition, c'est plus tu vas prendre la parole, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être fluide, plus tu vas aussi te déstresser, te décompresser, que tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas des enjeux monumentaux. On n'est pas en train de faire une allocution au G20, on n'est pas en train de faire une négociation avec Vladimir Poutine, en fait. Hein. Donc, à un moment donné, il faut aussi redescendre 2 minutes en stress, même si sur le coup, c'est très difficile, mais justement, dans l'anticipation, dans la préparation, faut pouvoir se garder ça en tête quelque part. Et donc nécessairement, plus tu vas pratiquer, plus tu vas avoir des retours des autres, plus tu vas voir aussi chez toi ce qui t'agace. Est-ce que tu as la voix qui tremble ? Est-ce que tu as des tics de langage qui t'agacent ? Est-ce que peut-être il y a des sujets sur lesquels tu es plus ou moins à l'aise, etc. Des choses auxquelles tu peux faire attention. Moi, par exemple, je sais que je parle très vite,
vous le savez, si vous êtes des auditeurs, auditrices réguliers du podcast. Donc, par exemple, ça, c'est un truc que je dis souvent dans le début de mes formations, que ce soit des formations que je donne chez les autres en présentiel ou les formations avec mes élèves, donc plutôt en visio. Quand j'ai un groupe qui démarre avec moi, je le précise, je parle très vite, je le sais, j'essaye de faire attention, mais souvent, le naturel revient au galop, donc n'hésitez pas à m'interrompre, etc., etc. Donc, quoi qu'il en soit, mon premier conseil, outre pratiquer, ça c'est le conseil transversal à tous les autres, le premier conseil, c'est la posture. Parce que ta prise de parole en public, ton éloquence, elle passe aussi, bien entendu, par ton non-verbal. Je pense que je ne t'apprends rien. Cette stat, elle est très connue, souvent dit 80%. Je ne sais pas si la stat est vraie, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que la majorité de l'information qu'on transmet à l'autre, c'est le non-verbal. C'est la manière dont tu es habillé. J'ai entendu la dernière fois par un sociologue, cette stat, je l'ai trouvée tout aussi effrayante que incroyable. Il faut 7 secondes de parole. Quand tu parles, je veux dire, il faut 7 secondes à ton interlocuteur pour estimer la classe sociale qui est la tienne. C'est-à-dire qu'en 7 secondes, à la manière dont tu parles, au vocabulaire que tu utilises, aux vêtements que tu portes, à la posture, au non-verbal qui est le tien, et à la manière dont tu t'exprimes, il faut 7 secondes à quelqu'un pour te catégoriser socialement. En fait, c'est très parlant parce que ça montre que dans les prises de parole, encore une fois, la majorité de l'information que tu transmets, c'est du non-verbal. Et donc, c'est important de travailler cette posture pour être capable de s'asseoir, vraiment, d'avoir quelque chose de solide, d'ancré, de tranquille, parce que plus tu vas être tranquille, outre la question du stress, bien entendu, mais tu vois, quand je dis tranquille, c'est pas juste pas stressé, tu vois. C'est aussi tranquille dans un truc de, en fait, je suis assise, mon territoire psychique est fermé, pour celles et ceux qui m'entendent parler de ces sujets-là en psychosystémique. Et donc, je suis là, je suis assise, je suis sereine, je suis tranquille. Parce que de toute façon, que veux-tu qu'il se passe ? Au pire, quoi ? J'ai pas la réponse à une question ? J'ai pas la réponse à une question, hein. De toute façon, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Einstein, je n'ai pas la réponse à tout. Au pire, j'ai pas compris une question ? Je demande à la faire répéter ou reformuler. J'ai besoin de réfléchir, je suis prise par la question, merde, j'avais pas prévu qu'il me la pose comme ça, etc. Eh bien, j'ai parfaitement le droit de dire elle est vraiment intéressante ta question, elle mérite vraiment réflexion. Je prends 15 secondes là pour réfléchir. Et après, la personne qui te reçoit, ils couperont le montage ou ils couperont pas, peu importe. Mais t'auras pris 15 secondes, tu souffles un coup, tu réfléchis à ton truc, et voilà. Alors, encore une fois, la pratique, elle y fait, ça c'est certain. Mais en tout cas, travailler cette posture, toutes celles et ceux qui sont passés avec moi en formation sur la posture d'accompagnant, ou toutes celles et ceux qui ont été formés d'une manière ou d'une autre sur la question de la posture d'accompagnement, ça va vous aider. Parce qu'en fait, c'est très proche de la posture que vous avez en tant qu'accompagnant. Hormis le fait que quand on est accompagnant, on est beaucoup plus dans l'écoute que dans la parole, certes. Mais je veux dire, la posture de fond, entre guillemets, la finesse, le réglage des détails que vous travaillez en tant qu'accompagnant sur votre non-verbal, sur l'énergie que vous transmettez, sur ce que vous communiquez à l'autre dans l'infraverbal, dans l'implicite, c'est exactement ce qu'on vous demande dans une prise de parole en public de qualité, entre guillemets, c'est-à-dire de transmettre plein d'informations, même quand vous ne dites rien. Et j'ai même envie de reformuler ma phrase avec un peu plus d'impact. Vous allez transmettre énormément plus d'informations quand vous ne dites rien, précisément. Deuxième conseil que je me suis noté, ne prenez rien personnellement dans une interview. Restez focus sur le message que vous voulez faire passer. Alors, ce conseil-là, il est un peu plus, quand vous êtes dans le cadre d'un échange, par exemple, vous êtes interviewé ou vous interviewez quelqu'un, vous faites un colloque, vous animez une conférence avec différents conférenciers, conférencières, vous co-animez une formation, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que, notamment, des fois, des retours, on me dit... Waouh, est-ce que tu l'as bien pris, la question de tel journaliste ? Est-ce que tu as bien pris le commentaire de la podcasteuse ou du podcasteur qui t'a interviewé là-dessus, etc. Ne prenez rien personnellement dans les interviews. Les gens en face de vous sont là pour faire leur boulot. Et ils ont X et Y raisons de poser les questions de la manière dont ils les posent. À tort ou à raison, je sais pas, mais à tort ou à raison, ils ont leur raison. Donc... peut-être qu'ils veulent faire de l'audimat, peut-être qu'ils veulent faire un peu de buzz, peut-être qu'ils anticipent qu'après ils vont devoir recouper pour faire des reels Instagram, machin, et que du coup cette question va bien passer. Peut-être que tout simplement la question n'était pas prévue et ça leur est venu en tête et puis clac, c'est sorti de manière un peu cash. En tout cas, ne faites jamais une affaire personnelle de ce genre de manifestation ou de fait. Restez focus, et en plus ça va arriver après sur le troisième conseil que j'ai à vous donner, restez focus sur le message que vous voulez faire passer. J'ai même envie de reformuler en vous disant restez focus sur les messages que vous voulez faire passer, c'est-à-dire sur le message verbal, donc le sujet
pour lequel vous êtes interviewé, pour lequel vous intervenez, etc., etc., votre sujet d'expertise. Et le deuxième message que vous voulez faire passer, c'est celui, comme je le disais juste avant, que votre non-verbal fait passer. Pensez aussi en termes de personal branding, pensez à votre marque personnelle, c'est quoi l'image que vous voulez renvoyer, c'est quoi les 3 mots-clés, entre guillemets, que vous voulez que les gens aient en tête quand ils vous écoutent ou quand ils vous regardent sur un plateau télé, une interview podcast, une conférence, une masterclass, une story Instagram, que sais-je. Qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent ? Parce que parmi vous, il y en a peut-être qui disent, moi ce que je voudrais, c'est que les gens ils aient le souvenir d'une prise de parole qui a été douce, bienveillante et apaisante. Et c'est pas du tout la même chose que celles et ceux parmi vous qui pourraient dire ma prochaine prise de parole, je veux que les gens repartent motivés, déterminés et obstinés à réussir. Vous voyez, tout est ok, tout est juste, mais du coup nécessairement vous pouvez très bien tenir exactement le même propos en n'insufflant pas du tout la même énergie. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte, vous savez très bien, je pense que vous suivez plein de coachs, d'influenceurs, entre guillemets, réseaux sociaux, etc. Peut-être que vous suivez des coachs business ou des coachs dev perso. Si vous êtes chez moi, possiblement, vous êtes quand même intéressé par les sujets de la psycho, des sciences humaines, etc. Il y a plein de gens qui disent la même chose que moi. Mais c'est pas la même énergie, c'est pas le même rythme, c'est pas le même implicite. Et ça s'explique difficilement de pourquoi est-ce que tu matches plus avec l'implicite de l'un qu'avec l'implicite de l'autre, tu vois. Mais entre guillemets, peu importe. En tout cas, il y a des gens, ils peuvent dire des trucs très intelligents, très pertinents, avec lesquels vous êtes 100% d'accord, mais voilà, ça matche pas, vous aimez pas les écouter, ça vous est pas agréable, vous aimez pas l'énergie, vous aimez pas le rythme de la voix, vous aimez pas le ton, vous aimez pas la voix, d'ailleurs, tout court, vous aimez pas ce qui est dégagé, etc., etc. Donc, évidemment, soyez aussi en... Mettez de la conscience, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mettez de la conscience sur quel est le message que vous voulez faire passer verbalement, bien sûr, mais aussi sur le message que vous voulez faire passer implicitement. Clairement, selon la posture que vous travaillez, vous ne renverrez pas du tout le même message. Et je refais un mini point, tant que j'y pense, sur la question de la posture, parce que quand Cynthia m'a proposé cette idée-là, on était donc en train de discuter de ça, et je lui ai raconté une anecdote d'un moment à Lyon, il y a des années, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. J'étais au tout début de Bien dans ta boîte, et j'étais donc très jeune, puisque, comme certains d'entre vous le savent, je le suis toujours quand même, puisque j'ai à peine 29 ans, et souvent on me donne beaucoup plus que ça, je ne sais pas vraiment s'il faut que je le prenne bien ou pas, mais c'est un autre sujet. Et donc, ouais, c'était à plus que 5 ans, il y a 6 ou 7 ans, enfin bon bref, en tout cas, hein, tu fais le calcul, j'avais 22-23 ans. Et donc je me retrouve invitée, avec grand plaisir, dans un déjeuner d'affaires à Lyon, pour une entreprise lyonnaise, peu importe, avec qui j'étais en contact. Et donc, il y a dans cette masse d'entrepreneurs et d'entrepreneuses lyonnais. Et clairement, je vois que pour beaucoup d'entre eux, je ne suis pas très prise au sérieux. Je suis une gamine de 22-23 ans. Je viens tout juste de me lancer. J'accompagne sur des sujets yoga, bien-être, etc. Alimentation, saine et compagnie. Je vois bien qu'ils ont un peu un regard de « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle nous veut, la hippie de service, là ?» Donc, en plus, j'ai un visage qui fait plutôt jeune. Je suis toute petite en taille, clairement, je suis pas prise au sérieux. Et à la fin de à la fin du repas, je discute avec la nana qui m'avait invitée et tout, etc. Et puis il y a un de ces hommes d'affaires qui vient serrer la main de cette femme, de la directrice, pour la remercier. Puis moi, je suis à côté, donc il se retourne vers moi. Et naturellement, sincèrement, je pense qu'il l'a dit sans aucun mépris, sans aucune véhémence. Mais tu vas voir, le truc, c'est... il me regarde et puis il me dit... Merci pour le buffet. C'est-à-dire que dans sa tête, il était parti du principe que j'étais forcément là au service. Et il y a évidemment, on s'entend bien, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a évidemment aucun problème à être là au service. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais par contre, ce que moi j'ai compris ce jour-là, c'est que dans la tête de ces personnes-là, c'était évident que j'étais pas là à titre de chef d'entreprise. Alors évidemment, il y avait mon âge qui faisait un petit peu, certainement. Mais en fait, j'ai vite compris qu'il allait falloir que je change de posture rapidement pour être prise au sérieux, parce que j'allais pas compter sur mon grand âge pour être prise au sérieux, puisque ça, je peux pas trop lutter contre. Je ne risquais pas d'imposer quoi que ce soit physiquement, parce que bon, voilà, on va pas se mentir, j'ai pas un physique très imposant. Donc, j'ai bien compris rapidement que la carte que j'avais à jouer pour imposer ma présence, mais alors attention, quand je dis imposer, je le dis pas du tout au sens péjoratif de quelque chose de conflictuel ou de combatif, mais pour que ma présence soit vue, entendue, reconnue, pour qu'on capte que je sois là,
et que moi j'étais genre, mais j'ai plein de trucs intéressants à te dire. J'ai vite compris qu'il allait falloir que juste deux autres leviers, entre guillemets, qui étaient la posture, comme je viens de t'en parler, et quelque chose qui était déjà facile chez moi, c'est la prise de parole, le débit de parole et une forme d'éloquence. En tout cas, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Voilà, donc parenthèse, sur une petite anecdote, mais qui illustre plutôt bien. Et c'est un problème que je n'ai plus jamais rencontré. Et notamment, l'entrée sur le plateau télé il y a quelques semaines, je sentais bien qu'il y a un truc qui était devenu, entre guillemets, un peu automatique chez moi. C'est-à-dire que je pouvais me mettre dans cette posture-là que je souhaite et que j'espère être une posture pas du tout méprisante ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout mon intention, mais par contre, qui reste une posture le plus possible assumée et assurée pour... voilà, territoire psychique fermé. je vais le conclure comme ça. Troisième conseil que je me suis noté qui peut peut-être t'aider, et ça rejoint un tout petit peu la fin du deuxième sur rester focus sur le message que vous voulez faire passer. Troisième conseil, soyez toujours focus sur l'autre. Souvent, on stresse dans une prise de parole parce qu'on est focus sur soi. On a peur de l'image qu'on va donner, on a peur d'être jugé, on se focus sur soi, et donc ça fait monter la sauce et on commence à stresser. Mais en fait, ce focus sur soi, normal, bien entendu, le regard des autres, c'est très important, nous sommes des animaux sociaux, donc le regard des autres, on s'en défait pas complètement. En revanche, quand tu vois que tu pars dans ce truc où t'es complètement focus sur toi, à te dire oh là là, à quoi je ressemble, et est-ce que je vais bien parler, et qu'est-ce que les gens vont dire de moi, et qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que l'intervieweur va être content, est-ce que les élèves vont pas s'ennuyer pendant la formation, ou que sais-je. En fait, ça te décentre de l'objectif prioritaire d'une prise de parole, c'est-à-dire de faire passer un message, ou une information, ou quoi que ce soit, tu vois, ou d'augmenter ta notoriété, ou que sais-je, mais en tout cas, c'est toujours l'idée de faire passer un message, par définition. Donc, il y a 2 sous-conseils à ce conseil. Le premier, c'est toujours focus sur l'autre, recentre-toi sur, ok, je suis stressée, c'est normal, je suis stressée parce que ça compte pour moi, je suis stressée parce que c'est impressionnant, mais je suis stressée parce qu'en fait, j'ai véritablement à cœur que les gens soient intéressés par ce que je raconte. Parce qu'en fait, si t'en avais rien à secouer, que les gens soient contents ou intéressés, t'irais en détente. Donc quand t'as peur de les décevoir, quand t'as peur que ce soit pas à la hauteur, quand t'as peur, que sais-je, c'est aussi parce que t'as véritablement envie de leur apporter quelque chose, j'imagine bien. Donc voilà, toujours refocus sur l'autre. Ok, je suis en train de me focus sur moi, tac, je me rebranche le cerveau, c'est quoi l'essentiel ? Qu'est-ce que je veux leur apporter ? Avec quelle énergie je veux qu'ils repartent ? C'est mon petit exercice d'il y a 5 minutes. Avec quelles informations je veux qu'ils repartent ? C'est quoi mon objectif ? Est-ce que je veux les motiver ? Est-ce que je veux qu'ils trouvent du sens à ce que je raconte ? Est-ce que je veux qu'ils soient heureux en partant ? Est-ce que je veux qu'ils soient plus experts en partant ? Etc. Et le focus sur l'autre, ça s'accompagne, c'est mon deuxième sous-conseil, focus sur l'autre, oui, mais focus sur l'autre d'égal à égal. Ce que je veux dire par là, c'est que gardez toujours en tête que peut-être celui que vous avez en face de vous est beaucoup plus connu que vous, est beaucoup plus intelligent que vous, est beaucoup plus instruit, beaucoup plus riche, et beaucoup plus que vous voulez, mais vous êtes beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela que lui. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, moi aussi, je stresse plein de fois. Quand j'ai reçu Stéphane Alix, j'ai stressé. Quand j'ai reçu Raphaël Enthoven, il y a quelques mois, j'ai stressé. C'est normal de stresser. Mais ce qui m'aide à ce moment-là, c'est de me recentrer sur petit 1. Qu'est-ce que je veux que mes auditeurs, auditrices retirent de ça ? Je suis pas en train d'interviewer Raphaël Enthoven juste pour mon kiff à moi. Bien sûr que c'était un kiff pour moi d'interviewer Raphaël, mais c'est pas que ça. Sinon, je pouvais faire ça dans mon coin, si tu veux. Bon, donc, si je mets à disposition tout ce contenu gratuit en podcast, et en vidéo, là, en l'occurrence, puisque l'interview avec Raphaël est filmée, on te met les liens dans la description si tu veux aller la voir, si tu veux faire un petit peu de philo. C'est parce que j'ai véritablement à cœur d'apporter à mes auditeurs et à mes auditrices de la réflexion philosophique, et il s'avère que Raphaël était très bien placé pour le faire. Petit 1. Petit 2, je redescends la pression de, dans tous les cas, que veux-tu qu'il se passe ? Évidemment qu'il y a plein de choses qui me stressent. Évidemment. Je stresse que la connexion internet saute, je stresse que Gaïa se décide à aboyer pile poil au moment où je suis avec Enthoven, je stresse de poser une question à côté de la plaque, évidemment que je stresse. Mais je redescends un cran juste avant de me mettre dans ma posture, là, en me disant, au pire du pire, il n'y a pas mort d'homme, donc on va redescendre d'une case 2 minutes. Troisième chose, évidemment que interviewer quelqu'un comme Raphaël Enthoven, ou Stéphane Alix par exemple, mais je vais prendre l'exemple de Raphaël parce que je pense que c'est un bon exemple. Bien sûr que c'est impressionnant. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, que tu sois d'accord avec lui, pas d'accord avec lui, c'est pas du tout le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est très 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 connu,
très 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 médiatisé, qui a évidemment une énorme expérience de radio et de télé, donc il est évidemment beaucoup plus à l'aise que moi, ça c'est évident. En tout cas, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Il vient me parler d'un sujet de philo sur l'intelligence artificielle qui n'est pas un sujet du tout que je maîtrise, qui est ma spécialité. Alors j'avais beaucoup préparé son interview, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas mon sujet de spécialité. Raphaël parle très vite, je ne lui fais aucun reproche là-dessus, parce que alors je serais vraiment très mal placée pour lui dire quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que en interviewant Enthoven, ça m'a demandé un niveau de concentration. Quand tu l'interviews, t'es pas en train de papillonner dans ta tête à te demander quoi, qu'est-ce, comment, pourquoi, hein, parce qu'il faut être réactif. Il parle vite, il connaît son sujet évidemment par cœur. C'est en plus un sujet que moi je maîtrise pas sur le bout des doigts. L'intelligence artificielle, c'est pas ma spécialité du tout. Il balance de la référence de philo, etc. Bon, voilà, faut être un peu connecté. Et que bien entendu, pendant que tu l'interviews, tu dois réfléchir aux questions suivantes, réorganiser ta trame de questions s'il y a besoin, vérifier que la connexion internet n'a pas sauté, vérifier que le chien n'a pas bougé, que lui il est content, que le son marche bien. Enfin bon, bref. Donc, tout ça pour dire, évidemment que c'était impressionnant d'interviewer Raphaël, mais je n'y vais pas à l'interview en me disant qu'il me fait un honneur et que c'est une personne exceptionnelle et que moi je suis nulle. Non, je suis profondément reconnaissante du temps qu'il m'accorde, puisque je sais son emploi du temps excessivement chargé, et qu'il a été très très enthousiaste de venir dans le podcast, alors que clairement c'est quelqu'un qui tout à fait se passer de venir faire une interview de podcast chez Bien dans ta boîte, hein, on va pas se mentir, fourré sur des plateaux télé et radio tout le temps. Donc j'étais profondément reconnaissante du temps qu'il m'accordait et qu'il vous accordait, du coup par procuration. Profondément reconnaissante, mais pas dans un truc où tu te mets en dessous. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis profondément reconnaissante et je te reconnais sans problème que tu es bien meilleur que moi en philo. C'est normal, c'est ton métier. Sur l'intelligence artificielle, c'est normal, tu as travaillé le sujet. En termes de prise de parole et d'aisance et d'expérience, c'est normal, c'est ton métier, c'est ta carrière. Pour autant, je sais que moi, de l'autre côté, j'ai aussi une solidité. Et c'est pas tant de savoir, est-ce qu'on est plus ou moins intelligent que celui qui est en face, plus ou moins fort, plus ou moins... Non, on s'en fout. C'est juste d'être dans une posture d'égal à égal. On est juste deux êtres humains. Et même si sa carrière le précède, de la même manière avec Stéphane Alix, hein, quand j'ai interviewé Stéphane, il y avait ce truc-là un peu de groupie pour moi, tu vois, parce que moi les dernières années, les 4-5 dernières années, mais quand je dis que j'ai tout consommé de Stéphane, c'est que j'ai tout consommé de Stéphane, j'ai lu tous ses bouquins, j'ai écouté toutes ses conférences, j'ai écouté toutes les interviews qu'il a données, j'ai été abonnée à la chaîne télé, chaîne documentaire qui est associée à son institut de recherche. Non, mais vraiment, c'était sérieux cette affaire. Pendant des années, j'ai beaucoup consommé le contenu de Stéphane. Forcément, quand je l'avais en face de moi, ça me demandait justement de travailler la posture. Recentre-toi, assis-toi. Alors déjà, joue pas à la groupie, c'est vraiment pénible pour les gens qui sont en face de toi quand tu te mets en groupie, c'est vraiment pénible pour les gens. Et en plus, t'auras pas un échange intéressant si tu te mets en underdog comme ça, si tu te mets en dessous. Tu vas pas avoir un échange intéressant avec l'autre. Bon, ça, c'était du côté quand c'est toi qui mènes une interview ou un live ou quoi que ce soit. Mon retour d'expérience de l'autre côté, par exemple sur mon plateau télé, de la même manière, bien sûr, c'est impressionnant, c'est un plateau télé, j'en avais jamais fait. Je sais pas concrètement comment ça va se passer. Le journaliste qui m'a interviewé, Arnaud, je le connaissais pas, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est un ancien journaliste de la chaîne parlementaire, c'est quelqu'un là aussi qui a 20 ou 25 ans, je sais plus, de carrière de journaliste. Bon, il va s'en dire, c'est son métier, il a 25 ans d'expérience, il est évidemment bien meilleur que moi. Si je rentre sur ce plateau avec dans l'idée qu'il est meilleur et que moi, j'ai rien à foutre ici, mais c'est évident, ça ne peut que très mal se terminer, c'est sûr. Donc, je rentre sur ce plateau en me disant, je vais passer un bon moment, pas de raison, on va parler de mon bouquin, c'est cool. Si le journaliste, il aime pas mon travail, c'est son bon droit légal et psychique, et je saurais défendre mon travail sans le justifier. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Si le journaliste est content de mon travail, bon, c'est plus simple. Évidemment, ça a été plus simple pour moi parce que, à peine rentré sur le plateau, Arnaud a été très sympathique, très enthousiaste, et tout de suite il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé mon livre, etc. Donc c'est sûr que forcément ça facilite, parce que déjà, voilà, j'étais pas dans un contexte de conflit ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps les gens sont gentils, hein. La plupart du temps, les gens sont gentils. Et rappelez-vous de ça aussi, la plupart du temps, les gens sont hyper bienveillants et hyper compréhensifs quand vous bégayez, quand vous vous ratez, quand vous vous reprenez. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que la majorité des gens, ils n'en font pas des prises de parole. Donc, ils sont hyper compréhensifs. Et croyez-moi bien aussi d'expérience, c'est que les gens sont souvent admiratifs que vous preniez la parole.
Vous, peut-être que vous êtes là, genre là, mais j'ai parlé un quart d'heure et c'était nul, j'ai bégayé et j'ai fait des pendant 10 minutes et c'était pas bon et machin. Mais vraiment, croyez-moi d'expérience, la majorité des gens qui vous écoutent, ils vont être là, genre, waouh, je serais peut-être pas capable de faire le 10e de ça. Petite parenthèse tant que j'y pense. En tout cas, donc la posture de l'autre côté en étant interviewé par quelqu'un qui avait évidemment beaucoup plus d'expérience, évidemment, et de compétences que moi en termes de prise de parole, de rapport à l'image aussi, hein, parce que là, le plateau télé, il y avait aussi le rapport aux caméras, etc. Donc c'était autre chose. Mais en tout cas, c'est le même truc que j'aurais à vous dire, c'est la posture. On s'assoit, on reste tranquille, on gigote pas dans tous les sens, on reste focus sur c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est de parler du bouquin. L'objectif, c'est que les entrepreneurs et les entrepreneuses qui écoutent cette émission, on plante une petite graine parce que l'émission est courte, ça va très vite. Moi, c'est un truc qui m'a un petit peu déstabilisé, étant très habituée depuis des années aux interviews podcast qui généralement durent 3 quarts d'heure, 1 heure et quart. J'ai le temps de développer mes réponses. En plus, je tchatche beaucoup. Là, en interview télé, ça va très très vite. J'avais 1 minute, à peine 1-2 minutes max de temps de réponse. Donc, je n'étais pas du tout habituée à ce rythme-là. Donc, ok. Rapidement, je vois qu'en fait, ça va aller très très vite. Je vois bien que j'ai pas le temps de finir mes réponses, que déjà Arnaud prend sa respiration pour enchaîner une question. Donc, rapidement, je me suis dit, ok, Laura, straight to the point, vraiment cut the crap, il va falloir faire efficace. Efficace, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est que tu me demandes de parler vite, concis, straight to the point, vraiment de droit au but, entre guillemets. Et donc, dans le peu de temps, je veux faire passer ce message-là aux entrepreneurs, donc je ne pourrais pas en faire passer 40, comme dans les interviews podcasts que je donne, où on me laisse beaucoup de temps. C'est, voilà, évidemment, c'est un autre format. Là, je capte vite qu'il va falloir aller à l'essentiel. Donc c'est quoi l'essentiel ? C'est quoi le message essentiel que tu veux leur faire passer ? Je veux leur faire passer que sans santé de l'entrepreneur, il n'y aura pas d'entreprise. De toute façon, votre bien-être, votre santé, c'est la priorité. Pas d'entrepreneur, pas de business. Donc je reste focus là-dessus. Et si le journaliste m'emmène un peu à droite à gauche, il n'y a pas de problème. Je réponds en 20 secondes à son truc et je ramène à mon objectif. Lui, c'est normal, il fait son travail. Il a son intérêt à lui, il a son objectif à lui, j'ai le mien. Donc, on trouve par moment un terrain commun, et par moment, chacun défend, entre guillemets, un petit peu son bout de vin. C'est normal. Chacun fait son travail, en fait. Lui fait son travail de journaliste, et moi, je fais mon travail de promotion de mon livre, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus sur cette expérience-là ? Oui, voilà, bon, bah écoute, pour conclure, en tout cas, il faut toujours y aller dans les prises de parole quand on est avec d'autres. Voilà, parce que tu es interviewé, parce que tu interviews, parce que tu co-animes, parce que tu fais un colloque ou quoi que ce soit. Il faut toujours y aller avec cette idée que on parle d'égal à égal. En vrai, c'est bateau ce que je te dis. Te dire, il y a un humain en face de toi, vous êtes 2 humains, c'est bateau. Tu vas me dire, oui, non, mais bon, t'es mignonne avec ton truc de hippie là, mais enfin bon, en attendant, le mec que j'ai en face de moi, il est peut-être très, très impressionnant. La nana que j'ai en face de moi, elle est peut-être très impressionnante. C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, dans le fond, il n'y a pas d'enjeux monumentaux. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas en train d'animer le G7, de faire des négociations diplomatiques de haut niveau, etc. Et j'ai envie de dire, si vous êtes en train si c'est votre métier de faire ça, je suis pas sûre que vous écoutiez mon podcast depuis le début, parce qu'à mon avis, tous les conseils que je vous donne, ils doivent vous paraître bateaux et d'une évidence sordide. Donc voilà, gardons en tête qu'il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort, la plupart du temps. Gardez en tête que les gens oublient, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Même une prise de parole qui est pas terrible. Croyez-moi bien, les gens vont pas s'en rappeler. Ils vont retomber sur votre chaîne YouTube, votre compte Instagram ou que sais-je, dans 6 mois, dans 1 an, dans 4 ans. Ils seront pas en train de se dire « Ah, je me rappelle là, l'épisode de podcast numéro 39, il était pas terrible. » Non, tout le monde s'en fout. Genre, si vous êtes là, vous qui m'écoutez, des auditeurs, auditrices de longue date de mon podcast, que vous écoutez depuis des années, il y en a plein des épisodes qui étaient nuls. Franchement. Soyons honnêtes, il y en a plein des épisodes où j'étais fatiguée, il y a des épisodes où je parle trop vite, il y a des épisodes où je bégaye, où je me reprends 20 fois, il y a des épisodes qui sont pas terribles. Évidemment, il y en a plein. Est-ce que franchement vous en souvenez ? Bon. Et même si parmi vous, il y en a qui écoutent en disant « bah, tu te fais des illusions, ma petite Besson, parce que moi je me rappelle très bien d'un épisode qui était pourri ou d'une masterclass que t'as animé qui était pourri. » Et bah quoi qu'il en soit, tu as raison, en vrai, c'était pourri. Bon, écoute, est-ce qu'il y a mort d'homme ? Non, pas vraiment. T'as fait une prestation pourrie, c'est pas très grave. Oui. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme, les gens oublient, même s'ils oublient pas, ils ont le droit de pas avoir aimé. C'est leur bon droit légal et psychique. Donc ça m'arrive dans les podcasts qui sont publiés aussi sur YouTube. Sur YouTube, les commentaires, des fois, c'est un petit peu à court des miracles. Bon, ça m'arrive de me prendre des sauts de vomi en commentaire d'insultes. C'est évidemment pas la majorité, mais ça arrive de temps en temps d'avoir des commentaires désagréables. Bon, les gens n'ont pas aimé, outre le fait qu'il n'ait pas le droit de s'exprimer comme ça, bien sûr.
Mais dans les faits, bon, ils ont pas aimé, c'est leur bon droit légal et psychique. La posture, travailler là-dessus, mais tout s'alimente, parce qu'évidemment, plus vous serez dans ce truc de, bon, en vrai, il y a peut-être pas tant d'enjeux que ça. Ça veut dire, je me décentre de moi, je me reconcentre sur l'objectif, c'est quoi que je veux faire passer comme message, c'est quoi que je veux faire passer comme énergie, c'est quoi le plus important. Et la vérité, c'est que la majorité du temps, quand vous faites des prises de parole, le plus important, c'est pas vous, c'est les autres. C'est le message que vous voulez leur faire passer, c'est les valeurs que vous voulez communiquer, c'est les compétences avec lesquelles vous voulez qu'ils repartent. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Prenez rien personnellement, ni des commentaires désagréables sur les réseaux sociaux, ni d'un journaliste ou quoi que ce soit qui vous attaque sur quelque chose. Ils ont le droit de ne pas aimer votre travail. Ils ont le droit. Vous pouvez vous en défendre, mais au demeurant, moi je ne rentre pas dans une justification. Je peux expliquer pourquoi mon travail a été fait de telle manière. Bon, après, si ça te plaît pas, je ne veux pas chercher à t'en convaincre. Encore une fois, c'est ton bon droit légal et psychique de ne pas aimer. Qu'est-ce que je t'ai pas dit dans le récap ? La posture. Prenez rien personnellement. Restez focus sur le message verbal que vous voulez faire passer et sur le message non-verbal, implicite, infraverbal que vous voulez faire passer. Toujours focus sur l'autre et sur votre objectif. Et dans le focus sur l'autre, gardez aussi, on parle d'égal à égal. J'ai en face de moi un être humain. Je ne suis pas une toute petite chose face à un grand monsieur ou à une grande dame. Je suis moi aussi un être humain qui a lui aussi ses connaissances, ses compétences, ses qualités, ses forces, blablabla. Bon, évidemment, le dernier truc que j'aurais à dire, c'est qu'évidemment, transversal à tout ça, il y a la question de la pratique, on l'a dit, il y a la question de l'entraînement, il y a bien entendu la question des croyances. Enfin, j'en ai pas parlé là parce que c'est une question un peu transversale. Évidemment, des croyances irréalistes qui peuvent vous casser les pieds, la question de l'estime de soi, la question de l'affirmation de soi. On a évoqué 2-3 fois en rigolant la fermeture du territoire psychique, mais bien sûr, ça y fait. Et le dernier truc sur lequel je voudrais conclure, c'est que chacun ses forces, chacun ses zones de génie, chacun ses atouts, ses qualités, etc. Et peut-être que vous, ça n'est pas la prise de parole en public, et c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous pouvez pas vous améliorer, ça veut pas dire que vous n'en ferez pas, mais c'est pas pour autant que vous en ferez peut-être votre zone de génie, oui. Et c'est ok, parce que dans votre zone de génie, il y a autre chose, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que tout ce qui est prise de parole, etc., on vous pousse pas mal sur les réseaux sociaux, on vous dit oui, il faut faire de la vidéo, il faut se montrer face cam, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que quand c'est pas votre zone de génie, bien entendu, vous allez vous améliorer. Bien entendu, vous allez devenir bon si vous travaillez, si vous vous entraînez, si vous prenez des feedbacks et que vous améliorez avec des feedbacks votre prestation. Bien entendu, vous allez devenir bon. Après, est-ce que ça rattrapera quelqu'un qui est né avec une espèce de facilité et qui en plus a développé cette facilité ? Peut-être pas. Mais la personne qui avait cette facilité en prise de parole, elle a peut-être pas votre facilité à écrire, à trouver les bons mots, votre créativité, votre intelligence sociale. Enfin bon, bref, je vais pas vous faire une liste exhaustive, mais parce que c'est pas possible, mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est le dernier truc qui me paraissait peut-être important à dire. Et puis bien entendu, le travail des croyances, d'estime, etc. Et si vous voulez creuser ça, je pense que vous allez trouver sans aucun problème plein de ressources, de vidéos YouTube, de livres, etc. pour travailler cette notion de la prise de parole en public. Parce qu'encore une fois, bon, moi, c'est pas mon travail, je suis pas coach en prise de parole. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est faites-le. Vraiment, faites-le. Par pitié. Faites l'expérience de la matière, faites l'expérience du réel. Si vous avez envie d'interviewer, si vous avez envie d'être interviewé ou qu'on vous en donne l'opportunité, vous allez la chercher. Bref, peu importe, donner une formation, que sais-je, de prise de parole, faites-le. Je sais, c'est dur, c'est pétrifiant, c'est stressant, c'est normal. Mais plus vous le ferez, plus ça sera facile. Comme pour plein d'autres choses. Hein. Plus vous le ferez, plus ça sera facile. Et dans quelques mois ou quelques années, vous vous remercierez, vous vous direz « Heureusement que j'ai commencé quelque part ». Parce qu'on a tous commencé quelque part, et on a tous fait des prises de parole en public de merde, et on en refera plein de merde, et évidemment qu'on était tous moins à l'aise au début que ce qu'on l'est 5 ans plus tard, et encore plus 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, c'est évident. Mais en fait, il faut bien commencer quelque part. Donc faites-le, faites l'expérience du réel, et notamment, j'en entends plein des fois qui me disent « Oui, mais j'ai prise de parole, ça me stresse, faire des interviews, ça me stresse, puis de toute façon ça sert à rien parce que j'ai que 40 abonnés, 100 abonnés. » Mais si ça te stresse, il vaut mieux le faire quand t'as 40 abonnés, qu'est-ce que tu risques ? Personne va te regarder, à part 40 pélos. Donc t'as intérêt, plutôt que d'attendre, tu vois, d'avoir grossi ta communauté, etc. Si c'est quelque chose qui te stresse, autant commencer dans des plus petits environnements qui sont dans des environnements peut-être un peu plus sécurisants, qui vont moins te stresser, moins te mettre sous pression. Bon, voilà tout ce que je voulais te dire. J'ai dit pas mal de choses, c'est presque aussi long que mon retour d'expérience sur l'écriture de mon livre, dont on te met le lien aussi dans la description, tiens, tant que j'y pense. Peut-être que ça peut t'intéresser aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je me tais
Et je m'arrête ici. Et bonne prise de parole en public pour les plus motivés d'entre vous qui ont ça à faire prochainement. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.